Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir pour la deuxième conférence organisée par HEC Débat. Nous tenions d'abord à remercier nos partenaires qui sont la Caisse d'épargne, le cabinet de conseil Mazars, le Figaro Magazine et le Journal des grandes écoles. Et surtout, merci à vous, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Jeune recrue d'HEC Débat, volontaire et candide, je ne sais pas si me proposer pour ouvrir cette conférence fut la meilleure idée que j'ai eue. Bon, je vais essayer de faire mieux que nos camarades du mardi, que vous avez interrompu en disant que ce qu'il racontait n'était qu'un tissu de mensonges. Ou que mon prédécesseur d'HEC Débat, qui avait fait pourtant mieux que nos amis des SEC, puisque vous lui avez fait simplement remarquer que son introduction comportait d'innombrables erreurs. Nos aînés nous auraient-ils jetés dans la cage au lion? C'est à mon tour ce soir de m'atteler à Athalie. Et pour que le spectacle soit plus beau et la mise à mort plus grandiose, je vous propose un petit jeu. Il s'agira, à chaque fois que mes propos dépasseront la réalité d'un peu trop, non pas de buzzer, mais de klaxonner. Au début, normalement, tout devrait marcher. Né en 1943, vous quittez votre Algérie natale à l'âge de 13 ans et vous viendrez goûter à la grisaille parisienne où vous étudierez au lycée Jean Conseil. Difficile ensuite d'échapper à l'étiquette de premier de la classe lorsque vous sortez major de Polytechnique, intégrer le corps des mines, être diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Mais quel a été ensuite votre cheval de bataille? La plupart d'entre nous vous connaissent surtout pour votre rôle de conseiller auprès des plus grands, notamment de François Mitterrand. Il paraît que c'est dans une boîte de nuit sélecte de la capitale que vous le rencontrez pour la première fois. Mais c'est à 30 ans, en 1973, que vous devenez son conseiller spécial. Vous devenez alors son Sherpa et l'aidez à gravir de nombreux sommets, notamment ceux du G7. Intellectuel, ami des arts et de la culture, vous assistez parfois à des scènes cocasses. Ainsi, lors d'un dîner où est invité Monsieur le Président et votre ami Coluche, il paraît que ce dernier n'hésite pas, devant tout le beau monde présent pour l'occasion, de se rouler un joint ou de se faire un règle de coke selon les versions. Vous pouvez nous confirmer cette règle de coke? Bon, certes, vous étiez très proche de Michel Colucci, mais c'est pourtant un autre duo de Jackie et Michel qui passera à la postérité. Votre rôle ne se limite pourtant pas à celui de chuchoteur à l'oreille du président. Ainsi, chevalier au grand cœur, vous fondez Action contre la faim en 1979, puis l'ONG Planète Finance en 1998. Vous défendez ainsi la veuve et l'orphelin par le biais de la microfinance, malgré parfois une communication un peu excessive. Vous êtes aussi impliqué dans un autre combat, celui du projet européen. Et c'est sous votre impulsion qu'est née la BIRD, banque au service de la reconstruction des pays de l'Est. Après quelques dissensions avec les médias britanniques, vous en quittez la direction en 1993. Vous avez un véritable emploi du temps du ministre, bien que n'ayant jamais voulu occuper ce poste. Pourtant, vous conservez le temps de diriger des orchestres de Grenoble à Shanghai et même de mettre en scène récemment la bohème en plein air. Aujourd'hui encore, tous quémandent les conseils de la pitié à Athalie, François comme Nicolas. Persuadé que France ne rit pas avec décadence, vous espérez que votre ouvrage, 100 jours pour que la France réussisse, inspirera le programme des candidats de 2017. Mais où va la France de demain? Pour conclure, je voudrais simplement rappeler qu'un de vos derniers livres est intitulé « Peut-on prévoir l'avenir ?» Certainement pas le vôtre, tant votre vie fut riche en rebondissements. Bon, vous n'avez pas fait le buzz ce soir, mais merci Monsieur Attali d'être là aujourd'hui et de répondre aux questions des étudiants d'HEC. Très bonne conférence à tous. Monsieur Attali, nous vous proposons dans une première partie de faire un état des lieux de la France aujourd'hui à moins de 6 mois des élections présidentielles afin de cibler les difficultés du pays. Et dans un second temps, nous passons aux solutions politiques que l'on pourra apporter à ces difficultés. Alors, François Hollande a déclaré donc, il y a quelques mois dans un débat télévisé que personne n'a manqué, la France va mieux. Pourtant, le chômage reste au plus haut, la croissance économique a du mal à repartir et on ne parvient pas à réduire la dette publique. Alors on vous demande, Monsieur Attali, est-ce que ça va mieux? Je suis honnête avec vous, très heureux de la conversation. Et je vais essayer de répondre aussi objectivement possible à ces questions. Mais vous conviendrez que dans un contexte comme le vôtre ici, étudiant de commerce,
on ait quelques raisons de commencer par parler du monde, et de placer la France dans son contexte. On ne peut pas traiter des questions que vous voulez traiter sans dire la place de la France dans le monde, où va le monde, qu'est-ce que la France risque. Le monde dans lequel le prochain président va agir, avec le souci d'être influent pour les 20 ans qui viennent, est un monde à la fois plein de promesses, comme vous le savez vous-même, plein de risques. Et c'est ces risques et ces promesses qu'il faut mettre en perspective. Plein de promesses et de risques démographiques, avec le fait que nous allons avoir une guerre antillienne 600 millions d'Africains de plus. Plein de promesses démographiques ou de menaces avec des mutations et des migrations qui vont s'en découler, avec le fait que la population mondiale va vieillir, toute une série de conséquences très importantes qui ont des retombées spécifiques sur l'Europe et sur la France. Plein de promesses aussi parce que le monde technologique du 15e siècle est plus bouleversé que jamais dans l'histoire humaine. Ce qui arrive dans le numérique, ce qui arrive dans les technologies, dans la nanotechnologie, dans les neurosciences, 80% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 15 ans. Et ceux de la première en ce moment à l'école. Et évidemment, les changements vont avoir un impact sur lui. Aussi, en termes géopolitiques, le grand basculement qui a commencé à la fin des années 70, de l'Atlantique vers le Pacifique, puisque j'avais détruit ce basculement à ce moment-là, qui avait commencé, est en train de s'achever, et le monde est aujourd'hui tourné autour du Pacifique avec un énorme risque de marginalisation de l'Europe et de risque aussi de fragmentation de l'Europe. Nous avons deux voies, une bifurcation, un petit peu comme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, quand un potentiel extraordinaire apparaissait, démographique, technologique, culturel, idéologique, artistique, mais où en même temps le monde a choisi, vers 1910-12, la fragmentation, le protectionnisme, la fermeture, et on est parti pour 75 ou 80 ans de barbarie. On a le même risque aujourd'hui, on a les mêmes potentialités magnifiques d'un monde extraordinaire, et en particulier d'une France extraordinaire, mais on va faire revenir sur votre question tout de suite. Mais en même temps, il faut bien savoir qu'on a une épée de Damoclès sur notre tête, qui peut passer à tous les risques, l'immigration considérée comme un risque, comme une chance, les crises et les guerres qui roulent partout, le terrorisme, tout ça, la tentation protectionniste souverainiste s'installe. Face au refus justifié de voir le marché balayer la démocratie, car le marché est en train de balayer la démocratie, parce que le marché mondial de la démocratie locale, c'est la clé, si on veut comprendre l'histoire, il faut d'abord bien se persuader de ça, le marché mondial de la démocratie locale. Soit on va être capable de faire une démocratie, au moins européenne, sinon mondiale, soit le marché va redevenir national et tout va se fermer, et alors vous vivrez 50 ans d'enfer, comme l'ont vécu ceux qui avaient votre âge en 1912. C'est ça qui est aujourd'hui le principal enjeu. Dans ce contexte, évidemment, les questions de savoir si la France va mieux doivent être posées. Ce qui est clair, c'est que, objectivement, la France va mieux sur certains critères. Elle va mieux d'abord sur l'espérance de vie, parce que l'espérance de vie continuait jusqu'à l'année dernière d'augmenter que 3 mois par an, 4 mois par an en bonne santé, c'est jusqu'à l'année dernière. Et mieux dans d'autres dimensions qu'on pourrait lister. Plus mal, essentiellement sur un point absolument fondamental, qui est que les Français pensent que leurs enfants vivront moins bien que eux. C'est la clé. Quand on dit que les Français sont très pessimistes aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils vont mal. C'est d'une façon au contraire parce qu'ils pensent qu'ils vont bien. Ils vont tellement bien qu'ils pensent que l'avenir peut être moins bien. C'est ça le pessimisme français. C'est vraiment une intuition d'un paroxysme de bonheur qui ne peut que les. Et de ce point de vue, et au moins, je pourrais citer 3 critères qui nous donnent le sentiment que les choses vont profondément très mal. Elles sont réversibles. Je pourrais citer 40, mais j'en donne 3. Premièrement, en matière d'éducation, vous savez sans doute que l'OCDE classe les pays européens mondiaux, pas seulement les pays OCDE, mais beaucoup de pays non OCDE sont des critères qu'on appelle PISA. Non seulement la France est très mal classée, mais elle recule. Alors que tous les autres, voilà, en mesure augmentée. Nous sommes certainement le pays de l'OCDE qui va plus mal en matière d'éducation, alors que nous dépensons plus d'argent pour l'éducation que les autres,
et que notre capacité à organiser est considérable. En particulier, tout va mal dans le cœur de l'éducation, l'école maternelle, où les enfants des milieux en difficulté arrivent à la fin de l'école maternelle en primaire par 300 mots, alors que les enfants des classes favorisées, qui ne sont pas forcément très riches, une classe de profs et d'ingénieurs, tous ceux qui sont dans cette salle, pratiquement, je suppose, parlent 1500 mots l'arrivant dans l'enseignement élémentaire. Tous les jours, c'est fini. Ça, c'est pas difficile. Tous vont très mal, et comme les enfants de la maternelle ne veulent pas, aucun politique ici. Deuxième critère qui montre que ça va très mal, vous le savez, c'est le chômage des jeunes. Nous avons 22% de chômage des jeunes et 45% de chômage dans les quartiers, qui est d'ailleurs très profondément lié à la première question, puisque c'est les enfants des maternelles qui vont faire les chômages de quartier et les jeunes mal formés qui vont faire les chômages de Et le troisième critère, c'est notre balance de paiement. Alors que la balance des paiements européenne est positive, la balance des paiements de la France, à l'intérieur de la balance des paiements européenne, est négative. C'est-à-dire à quel point il faut que la balance des paiements du reste de l'Europe soit très positive pour supporter comme une autre leçon. Et moi qui suis un très grand défenseur de l'euro, je dirais qu'une des rares critiques que je formulerai à l'égard de l'euro, c'est que l'euro masque le fait que nous sommes fantastiquement déficitaires. Quand on achète, quand on dépense 10 euros en consommation, il y a 6 qui partent à l'exportation, à l'importation. Donc nous sommes dans une situation profondément tragique sur ces trois dimensions, qui fait que, comme sur ces trois dimensions, les choses vont plus mal qu'il y a 5 ans, vous insistez souvent sur, non pas sur le quantitatif, mais sur le qualitatif. Comme quoi il faudrait arrêter d'avoir les yeux constamment rivés sur les indicateurs économiques et s'intéresser notamment à la culture. Comme vous l'avez dit, la culture est le cœur du commun. Est-ce que pour vous, c'est justifié qu'on s'intéresse à la culture aujourd'hui en temps de crise? Est-ce que pour vous, ça doit être le cœur de la campagne présidentielle de 2017? Oui, vous avez la gentillesse de faire référence au programme présidentiel que nous avons préparé avec un grand nombre de gens, puisqu'il y a à la fois un nombre d'experts de gens compétents de toute nature qui ont travaillé, plus de 200 personnes, plus le fait qu'on a mis la contribution des Français, 25 000 Français ont contribué à ce site Fonds 2022 qui existe, beaucoup de gens ont encore contribué, et de là est sorti un programme, en effet, qui était une façon pour moi de montrer que quand on veut, on peut faire un programme chiffré, quantifié, réaliste, quand il y a énormément de professions, à condition d'avoir la décision de les appliquer rapidement. Et en effet, on a mis la culture au début. Juste après les institutions, la réforme des institutions qui me paraissent. Parce qu'en effet, tout se joue, et c'est sans doute une grande lacune de la campagne désolante qui a commencé aujourd'hui, tout se joue dans une vision du monde. Une vision qu'on peut avoir du monde et une vision qu'on peut avoir de la France en ce moment. Quelle France en 2030? C'est la seule question que les politiques devraient poser et que les électeurs devraient poser aux candidats. Et dans ce contexte, la France en 2030, c'est quelle France, naturellement, non pas sur tel ou tel indicateur, qui sont impossibles à calculer, mais quelle France en termes de valeur dominante, en termes de créativité, en termes d'accès aux moyens de l'expression personnelle. Et de ce point de vue, la culture n'est pas réduite à la visite des musées, mais développée dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la créativité, est essentielle. C'est pour ça qu'une des mesures les plus importantes que nous avons mises dans ce programme, c'est l'accès à l'éducation artistique. Absolument fondamental. Nous sommes tous, chacun d'entre vous, chacun des habitants de ce pays, chacun des 7 milliards d'habitants de la planète, est génial en quelque chose. La tragédie de l'humanité, c'est que très peu de gens sont en situation de découvrir en quoi ils sont venus. Et le rôle de l'éducation, c'est d'aider à chacun à faire ce que j'appelle devenir soi, se trouver. Et pour ça, il faut passer à travers tous les moyens possibles pour découvrir dans quel domaine de créativité on est possible. C'est là, c'est dans cela que la culture au sens large, la capacité à avoir accès à la créativité culturelle est fondamentale. De là découle tout le reste, de là découle tel ou tel métier qu'on pourrait faire, mais c'est anecdotique parce que les métiers qu'on pourrait faire ont tellement changé qu'on a intérêt, si on veut vraiment comprendre quelle est notre avenir, à lire dans la science-fiction plutôt qu'à étudier la mathématique. Donc nous parlions de l'importance de la culture.
Et en fait, cette mise en valeur de la culture, c'est aussi une des caractéristiques de ce que certains appellent le modèle français. Et aujourd'hui, il se trouve que ce modèle est un petit peu en panne. Il a été finalement amené sous les coups de la mondialisation. Et donc tous sont d'accord pour dire qu'il est nécessaire de réformer ce modèle français. Mais le débat est ouvert pour quelle direction prendre. Et donc, finalement, M. Attali, pour sauver ce qui reste du modèle français, comment faudrait-il faire? Quelle direction prendre à ce moment-là? Oui, dans votre question, il y a ce qui est sous-jacente, que c'était mieux avant. Il faut sauver quelque chose du passé, et que la seule chose qu'on a à faire, c'est, en bon petit Astérix, de se mettre dans le jardin en cercle et d'essayer de garder l'essentiel de ce qui était bien dans les temps anciens. Je ne crois pas ça. Je crois que le modèle français est en devenir, avec une potentialité formidable qui doit s'accompagner ou vivre dans le changement. Le modèle français, c'est à la fois une certaine conception de la laïcité, qui est une laïcité dans la tolérance. La laïcité, c'est la liberté. La laïcité, c'est pas l'interdit, c'est la liberté. C'est la liberté pour soi et pour les autres. Donc c'est une conception de la liberté, de la laïcité. C'est une conception de la solidarité, qui fait que on n'avait pas qui que ce soit, mais pas accès à l'éducation, à la santé, au logement. Et cette garantie est fondamentale. Et puis c'est le rassemblement autour d'un, ce que j'appelle, vous avez cité ce mot, du commun, c'est-à-dire ce qui nous rassemble. Le commun, c'est d'abord la langue et la culture. Nous avons cette chance de parler d'une langue qui est une culture d'une grande profondeur, au sens historique, puisqu'elle a plus de 2000 ans, 1500 ans d'existence. Nous avons la chance qu'elle soit parlée par presque 200 millions de personnes sur la planète, et que si nous y prenons bien, dans 30 ans d'ici, elle sera parlée par 750 millions de personnes. Ou beaucoup moins, si on s'y prend mal. Donc nous avons la possibilité de faire du français la troisième ou quatrième langue du monde. Et de ce point de vue, le modèle est d'abord un modèle d'avenir, parce que c'est par une nouvelle technologie, on appelle ça nouvelle technologie, c'est idiot, parce que ça existe depuis 30 ans, mais c'est par le numérique que se jouera notre capacité à faire du français une grande langue universelle. Et donc, le modèle français doit se construire autour de ces valeurs. Ces valeurs, elles sont en effet menacées, non pas dans l'existence passée, mais elles sont menacées dans la révolution pour l'avenir. Parce que tout ce que je viens de dire, qu'il faut construire en permanence. Il faut construire en permanence l'accès à la culture, construire l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, est menacé par le fait que la mondialisation a détruit une très grande nombre de fonctions de l'État, et qu'en même temps, on n'a pas construit à la place un autre ensemble qui viendra compenser. D'où l'importance du choix qui doit être fait dans les 15 ans qui viennent sur l'Europe. Si on ne choisit pas, nous sommes aujourd'hui comme un soldat qui est sorti d'une tranchée, qui court à découvert pour aller rejoindre l'autre tranchée. Donc, nous sommes sortis de la tranchée confortable de la nation qui se protège. Nous ne sommes pas encore dans la tranchée nouvelle de l'Europe qui se protège. Nous sommes au milieu, c'est très dangereux. Dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le soldat? Il hésite. Et très souvent, il démarche arrière maintenant dans la tranchée précédente. Et c'est ça qui est le plus vraisemblable. On fait marche arrière dans le protectionnisme suicidaire, illusoire dans le monde d'aujourd'hui. Et donc il faut avancer. Et la question de savoir si on saura avancer, et si en avançant, nous serons assez forts pour faire valoir le modèle français doit être très largement ce qui inspire le modèle européen, mais si notre modèle est dissous dans les modèles ultra-libéraux qui sont essentiels des autres. Donc il faut être fier de notre modèle, fondé, je l'ai dit, sur la laïcité, la fraternité, la solidarité et le commun. Pour nous, le commun, c'est la langue. Et faire avancer ça en étant fier de ce que ça peut être pour l'avenir. Et c'est pas gagné. Écoutez, je pense qu'on a eu un bon aperçu de cette situation à quelques mois des élections de 2017. Alors, on va laisser la parole à Julien pour sa chronique, avant d'enchaîner sur la deuxième partie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Attali. Je pense qu'on commence un peu à le voir au fil de cette conférence.
à l'approche des élections présidentielles, l'avenir de la France, sinon tragique, demeure aujourd'hui encore incertain. Alors, le titre de la conférence était 2017, pourquoi faire mais surtout, la vraie question, c'est 2017, qu'est-ce qu'on fait? Et je vais vous citer dans un de vos articles, agissez comme si vous n'attendiez plus rien du politique. Et c'est vrai que ce serait si simple. Je veux dire, soyons l'acteur de notre propre changement. Et ainsi, à travers un certain nombre de mesures, de textes, c'est un thème qui revient souvent, vous parliez de devenir soi, vous êtes un fervent défenseur de la prise d'initiative individuelle, au-delà de la simple petite sphère fermée de la vie politique. Vous avez un serment simple, oser, rassembler, protéger. Par là, le français ne doit plus être résigné face au monde, il doit cesser de réclamer un supposé dû à un État-providence qui, aujourd'hui, on le sait, est très essoufflé, et il doit précisément trouver son devenir soi, c'est-à-dire créer les conditions à la fois de sa propre réussite, mais également de celle des autres. Alors, en lisant ça, je me suis demandé, est-ce que c'était pas un prêche légèrement inaudible dans un pays comme la France? Créer les conditions de sa propre réussite. Il faut, c'est vrai, en avoir les moyens. Or, aujourd'hui, dans un pays comme la France, qui est depuis trop longtemps ennuyé par une politique qui n'intéresse que de moins en moins, connaît actuellement ce qui peut arriver de pire à une démocratie. L'entrée dans une société de défiance généralisée. Défiance non seulement à l'égard des élites dirigeant le pays, mais également dans les institutions qui en régissent le fonctionnement. Or, dans un pays qui justement est caractérisé par des institutions qui ne supportent que peu ses citoyens, mais dans un pays qui est également très peu incitateur justement à cette prise d'initiative individuelle, d'où naîtra justement ce renouveau dont vous parlez? Est-ce que Nuit debout, franchement, est-ce que c'était le barreau d'honneur de la France? Est-ce que c'est le seul jeu d'audace que la France, de la part des citoyens, est encore capable de jouer? Est-ce que les entreprises peuvent jouer un rôle? Oser, rassembler, protéger. C'est un discours qu'on a aussi souvent entendu et qui voudrait apprendre à l'entreprise capitaliste à produire mieux et non plus. Or aujourd'hui, encore une fois, force est de constater que contre l'opposition de ce qu'on pourrait appeler la rationalité économique, le produire plus, et l'altruisme d'autre part, des modes de production qui valorisent, on va dire, une responsabilité de la part des entreprises peinent encore à s'imposer. L'irresponsabilité d'une entreprise comme Enron a été économique. L'irresponsabilité d'une entreprise comme Volkswagen récemment, ou Metal Europe plutôt, a été environnementale. Celle de Mitsubishi ou de Daewoo a été politique et sociale. Et effectivement, aujourd'hui, il semble difficile de pouvoir se passer et de faire l'économie d'une régulation nationale et internationale qui soit plus contraignante, mais tout se passe comme si, à mesure que le pouvoir des firmes s'accroît, l'impuissance des États-nations grandit. Et dans ce cas-là, à qui s'adresse votre discours? Agissez comme si vous n'attendiez plus rien du politique. Il me semble que oser, rassembler, protéger, vous en demandez beaucoup à certains qui n'en peuvent que peu. Vous écrivez des pièces de théâtre, M. Attali, vous le savez vous-même. Pour être acteur, encore faut-il monter sur scène. Or, qu'en est-il de ceux qui se sont vus ôter toute véritable capacité d'emprise sur leur destin? Qu'en est-il de ceux pour qui la pauvreté est un véritable quotidien, un déterminisme implacable, auquel il est difficile de se soutirer? Et qu'en est-il surtout de nous, des générations futures, qui ne peuvent véritablement intervenir sur les marchés et qui ne peuvent venir au monde autrement que pour subir cet individualisme égoïste tel qu'il est diffusé par la mondialisation de marché? Et du coup, ma question à l'issue de cette chronique est la suivante. Monsieur Attali, oser, rassembler, protéger, est-ce que ce ne sont pas là juste les propos d'un vieux sage qui, avant chaque élection, ne ferait que réactualiser sa propre utopie? Merci. Je vais vous dire que vos propos sont ceux d'un vieux fou. Vieux, tout ce que vous avez dit, très bien dit, était très vieux, si je peux me permettre. Moi, je regarde le bon côté des choses. En vous écoutant, je pensais, étonnamment, ça va vous surprendre, je pensais à l'affaire Dreyfus. Quand on raconte l'affaire Dreyfus, on dit l'affaire Dreyfus, c'est la preuve que la France était extraordinairement antisémite, c'est un scandale, non, en réalité, l'affaire Dreyfus démontre que plus de la moitié de la France s'est battue pour réhabiliter un capitaine juif complètement inconnu et dont tout le monde se moquait. Et donc, au contraire, l'affaire Dreyfus est la démonstration qu'il y a dans la France une capacité de réforme au nom de la justice extraordinaire. Une affaire dont je peux être fier. C'est exactement la même chose qu'on peut faire par rapport au discours que vous avez dit. Bien sûr qu'il y a les vieux nantis qui s'opposent à tout. Et quand je dis devenir soi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord se prendre en main soi-même pour sa propre vie,
Et ensuite, il faut dire, quand on se prend même soi-même réussir sa propre vie, se rendre compte que la meilleure façon de réussir sa propre vie, c'est d'aider les autres à la réussir. Si vous retenez qu'une seule phrase de ce que je vous dis ce soir, ce serait celle-là. La meilleure façon de réussir sa vie, c'est d'aider les autres à la réussir. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'être utile. Et même, je dirais de toute façon, il n'y a rien de plus utile à soi-même que d'être utile aux autres. L'altruisme commence par l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à ce que les autres soient heureux, parce que s'ils sont heureux, ils vont continuer à avoir affaire à moi, soit comme commerçant, soit comme partenaire de toute autre activité. Donc, le fait d'être altruiste correspond à une nécessité d'intérêt personnel. Réussir sa vie, il ne faut pas penser que ce soit simplement quelque chose qui soit disponible pour quelques privilégiés. Au contraire, d'ailleurs, très souvent, les privilégiés sont des gens qui s'enferment dans des rangs de situation et qui sont contents de rester comme des rats. Alors qu'au contraire, ceux qui sont dans des situations difficiles peuvent le tenter. Est-ce que les entreprises sont dans ce cas-là? Est-ce qu'elles sont toutes aussi ringardes que vous l'avez décrit? Je ne le crois pas. Je vous donnerai deux exemples. La fondation que je préside, Positive Planète, a pris ce nom maintenant parce que nous appelons positif tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Et nous rassemblons, autant que nous pouvons, tous ceux qui travaillent pour les générations suivantes. D'abord, nous avons des actions dans les quartiers. Dans les quartiers, on s'adresse aux jeunes des quartiers et on va leur dire, au lieu de rien faire, puisque malheureusement vous êtes chômeurs, vous faites des choses moins avouables, est-ce que vous avez un rêve? Eh bien, on va transformer ce rêve en réalité. On va vous aider à faire une étude de marché, un business plan, vous trouver le financement. Ça marche. On a créé beaucoup de milliers d'emplois un peu partout à travers la France comme ça, et on est en train de se développer. Pour des gens qui, normalement, étaient au RSA ou dans une situation extraordinairement difficile. Ça marche. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance, qui prend par la main et qui aide. Ça marche. Ça fonctionne. On peut réussir sa vie, même si on est dans des situations très difficiles, et au contraire, ce sont ceux qui sont dans les situations les plus difficiles qui sont le plus tentés de le faire. Dans les entreprises, non, on ne peut pas dire ce que vous dites. C'était vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans encore, la RSE était un prétexte à des entreprises qui voulaient dépenser moins en publicité et plus en images, on mettait un peu d'argent RSE et ils se faisaient une belle image comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous le voyez bien, vous-même, vous ne rentrerez pas dans une entreprise qui n'a pas une bonne image. Et les entreprises ont intérêt à être altruistes d'une façon intéressée, parce que c'est la seule façon pour elles de vous attirer chez elles, parce que vous soyez fiers d'y travailler. Donc il y a un grand basculement qui est en marche, qui passe de l'égoïsme myope à l'altruisme d'abord intéressé et à l'altruisme général. J'y crois profondément, je le vois partout dans le monde. Ce basculement est en marche. Est-ce qu'on va se réconcilier provisoirement, d'une façon suicidaire, dans cet égoïsme myope? C'est possible. Ça dépend beaucoup de vous. C'est pour ça que je vais conclure ma réponse ainsi. C'est pour ça que la question de savoir si nous allons aller vers cet univers de la résignation dont vous parlez, ou si au contraire on va aller dans l'action, dépend de vous. Dépend de vous non seulement dans le choix que vous ferez de votre vie personnelle. Est-ce que vous serez un pion de plus? Est-ce que vous ferez quelque chose qui peut être fait par quelqu'un d'autre? Là aussi, c'est une phrase qui vous permet de souligner. Essayez de ne pas faire dans votre vie quoi que ce soit qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Essayez de ne pas faire dans votre vie quoi que ce soit qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Si vous adoptez ce principe très révolutionnaire, vous verrez que vous commencerez à chercher quelque chose de personnel dans votre vie et à le faire. Ne prenez pas un métier qui pourra être fait par quelqu'un d'autre. Inventez quelque chose de personnel. Et simultanément, deuxième dimension très importante, si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose qui soit vraiment personnel, pensez que ce que vous pouvez faire de personnel pour vous, vous pouvez aussi le faire pour les autres. Et donc, n'attendez pas que le monde soit transformé par les autres. Ne protestez pas contre les politiques. Ne protestez pas contre les ONG ou contre ceux qui gèrent mal les choses. Allez-y. Entrez dans les partis politiques. Créez-en. Entrez dans les associations. Prenez le pouvoir. Faites en sorte que la réalité du monde soit la vôtre sans en être
seulement les spectateurs, ni de votre propre vie, ni de la vie de la communauté dont vous faites partie. Alors, on vient de parler de beaucoup d'initiatives individuelles, et je retiens donc du coup les dernières phrases de votre réponse, puisque vous avez parlé de partis politiques, et c'est ce qui va nous intéresser désormais. Alors, outre le mouvement Nuit debout dont Julien a parlé, l'autre grand sujet de ces derniers mois, en termes de politique française, ça a été Emmanuel Macron et son nouveau mouvement En Marche. J'aurais mis 30 minutes avant de citer son nom. Il fallait bien le citer, en effet. Et donc, monsieur Attali, je me permets cette indiscrétion. Êtes-vous En Marche vous-même? Je suis quelqu'un qui a toujours été dans ma vie de gauche et libre. Et je reste de gauche et libre. Donc, à l'heure où nous parlons, je ne soutiens personne. Je suis contre personne, de gauche, mais je ne soutiens personne. C'est pour ça que j'ai fait avec beaucoup d'autres un programme, pour montrer qu'un programme très ambitieux est possible. J'aurais souhaité qu'il y ait une primaire du programme avant la primaire du candidat. C'est un peu tard maintenant, puisque cette primaire du programme n'existe pas. Il n'y a aucun programme sérieux aujourd'hui sur la table. Il y a des programmes, ou des lambeaux de programmes, ou des bouts de programmes, mais aucun n'est véritablement sérieux, parce qu'ils ne sont pas chiffrés suffisamment, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. À droite, beaucoup de candidats ont commencé à apporter des réponses de façon très, très positive. Il n'y a rien, et j'attends donc qu'ils aillent au bout de leur programme. Celui que vous avez cité, je le range dans la même catégorie de part à droite, parce qu'il est de gauche, je le range dans la même catégorie des hommes politiques plein de promesses, mais dont j'attends encore qu'ils donnent un programme. Alors, peut-être qu'à la différence des autres, il a commencé, et c'est très bien, depuis quelques semaines, quelques jours, à décrire une vision du monde, mettre dans le jour, comme on dit en allemand. Et ça, c'est bien, parce que c'est dans le contexte de la vision du monde, comme j'ai commencé en répondant dans part à votre question, qu'on doit situer un programme immédiat. Mais j'attends à son égard, comme à l'égard des autres, pour en savoir plus. Et ayant posé avec beaucoup d'autres sur la table un programme, j'ai montré qu'il était très ambitieux et j'attends que les candidats le soient. Vous l'avez dit, il y a un problème de programme aujourd'hui pour les élections. Peut-être parce qu'il y a un problème aussi de réforme. Le seul mot réforme effraie la France, effraie les Français. D'où vient ce problème? Est-ce que c'est un manque de courage des politiques qui ont peur de la réaction des Français face à une réforme? Ou est-ce que c'est un trait de caractéristique du peuple français? C'est les deux à la fois. Les hommes politiques sont le reflet du pays. Et pour réformer, il faut être un homme d'État, pas un homme politique. Quelle est la différence entre un homme politique et un homme d'État? Un homme politique, c'est quelqu'un qui pense à sa popularité. Un homme d'État pense à la trace qu'il laissera dans 20 ans dans le pays. Et c'est pareil dans les relations avec les parents. Si un père ou une mère pense qu'un impact immédiat qu'il va avoir sur le bonheur de son enfant, il va lui accorder toutes les supérieures, tous les métiers possibles. S'il pense à ce qu'il fera, ce que viendra son enfant en attendant, il pourra se permettre d'être provisoirement impopulaire à son égard. C'est exactement la même chose. Mais en même temps, les électeurs ont un rôle essentiel à jouer. Car si les politiques sont ça, c'est que les électeurs sont ainsi. Et pourquoi la France est si spécifique de ce point de vue? Ça va vous prendre ma réponse, sauf si vous la connaissez déjà, puisque je l'ai déjà écrit quelque part. Mais je pense que ça tient au fait que notre pays, béni des dieux, par sa position géographique, par son climat, par ses avantages de toute nature, qui est à la fois une grande puissance agricole et en même temps la deuxième puissance maritime de la planète, qui a tous les avantages. Il se trouve que je voyage un petit peu, et vous ne pouvez pas savoir, vous savez peut-être à quel point nous sommes sans vie partout. Mais nous avons fait un choix, il y a, on peut dire, 5 siècles, un choix tragique. On a choisi de mettre notre capitale à Paris, mais de le mettre dans un port. Exactement, il y a 5 siècles, on a mis plutôt le port danois. La même année, nous construisons le port danois. Toutes les autres grandes puissances du monde ont mis la ville la plus importante dans un port. Qu'est-ce que ça change? Comme vous êtes une capitale au milieu de nulle part, comme Paris, vraiment au milieu de nulle part, ça veut dire que vous avez choisi une priorité agricole. C'est quoi l'agriculture? C'est l'obsession du répétitif, c'est l'obsession du même. Il faut que tout revienne. Dans les sociétés agricoles, on prie pour la pluie, prie pour le retour du même.
dans un port pris exactement pour le contraire, que le nouveau arrive de l'extérieur. Et on assimile peu à peu le nouveau. Tandis qu'en France, ayant choisi de mettre notre capital de devenir une nation agricole, la journée de la rente et pas du profit, du répétitif et non pas du changement, et tout naturellement, dans une nation comme ça, le changement ne passe jamais par la réforme, il passe par la révolution. Nous n'avons jamais fait de changement autrement que par la révolution. Soit les révolutions extrêmement rentables, et il y aura une révolution dans ce pays. Sans doute pas en 2017, parce que le conformisme général va réussir à garder sous le tapis un grand nombre de choses d'ici là. Mais il y aura une révolution dans ce pays. Soit une révolution consciente et volontaire, comme il y en a eu 3 depuis 1945, où on a accumulé un certain nombre de réformes à faire, et on a fait en 1945 un grand nombre de réformes, on a fait en 1958 un grand nombre de réformes, on a fait en 1980 un grand nombre de réformes, qu'on aime ou pas ce qui a été fait, hein, je ne juge pas, je ne peux pas juger vous-même, on a fait d'énormes réformes qui étaient des révolutions à cette période. Et vous qui n'avez pas vécu l'avant 80, vous ne pouvez pas imaginer que ce pays était une sorte de dictature obscure, de rente effrayante, qui est encore en partie, mais plus une dictature, mais les médias, c'est une dictature. En particulier les médias audiovisuels. Un nombre de choses qui ont changé les gigantesques. Aujourd'hui, il faudrait avoir le même paquet d'ensemble. Mais la grande difficulté pour avoir un tel paquet d'ensemble, c'est qu'il faut accepter par le public, qu'il faut voter rapidement. Or, la campagne est si mal partie qu'on ne prépare pas le pays à ça. Les candidats n'ont pas de programme. Et d'une certaine façon, si on en avait, les journalistes leur poseraient que les questions qu'on m'avait posées, des questions très intelligentes qu'on m'avait posées, c'est-à-dire, vous êtes pour qui? Vous soutenez qui? Vous êtes contre qui? Et donc, on en est à un jeu de marionnettes qui déstructure le débat politique. Et aujourd'hui, devrait être sur l'Europe ou pas l'Europe, la laïcité comme la formation des chômeurs. Je n'ai pas cité ça qui est pour moi absolument majeur. La formation des chômeurs, c'est la clé. Donc on ne parle pas des grands sujets. Et donc forcément, le prochain président, comme les 3 précédents, M. Chirac, M. Sarkozy et M. Hollande, ont été élus avec un mandat explicite, ne rien faire. Et ils ont parfaitement exécuté leur mandat. Et donc vous avez parlé de répétition, vous avez finalement envisagé la prochaine question, parce que nous avons vu, il y a beaucoup de problèmes, et finalement peu d'engagement politique en ce moment. Et finalement, on se dirigerait encore vers une énième élection présidentielle, où finalement ce sera un candidat par défaut qui l'emporterait. Et finalement, c'est là aussi le thème de notre conférence 2017, pourquoi faire. Est-ce que 2017, ça va être un tournant pour la vie politique économique française, ou est-ce qu'on va être encore une élection pour rien, et finalement, quand est-ce que va arriver cette élection qui va peut-être faire changer les choses si elle arrive? Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Nous sommes encore à 6 mois, engagez-vous. Allez, vous avez des idées, elles sont de gauche, de droite, du centre, de droite, je dirais pas peu importe, c'est ma vie de lecture personnelle, mais allez-y, engagez-vous, faites en sorte que les choses, exigez des candidats, exigez des partis qu'ils aient des propositions concrètes, râlez, protestez, travaillez dans les groupes de travail qui essayent de faire avancer les choses. Ne restez pas spectateurs, c'est votre destin qui se joue, c'est votre destin qui se joue. Si en 2017, la France, qui a énormément de potentiel, je suis convaincu que la France peut être la grande puissance du XXIe siècle. Non seulement en Europe, mais dans le monde. Nous avons tout pour ça. Notre situation géographique, notre situation climatique, notre langue, nos compétences, notre spécialité, je pourrais l'expliquer longuement. Nous avons un potentiel fantastique. En même temps, on peut, si on en reste aux rentes et à la crispation et aux différentes juxtapositions d'intérêts personnels de chacun, sans une vision qui donne du sens à l'effort, sans expliquer pourquoi on manque des réformes, parce qu'on ne les met pas dans une perspective qui dit que dans 5 ans, voilà ce que ça va nous apporter de faire un effort. On ne bougera pas, et alors, le déclin est certain. 2017 sera perdu, je ne sais pas qui est le président de 2017, mais je sais qui sera la présidente de 2022. Je sais clair. Merci, M. Adali, de votre première question. On va passer
Bonsoir. Dans votre intervention, quelque chose qui m'a interpellé, c'est le principe de faites le métier qu'aucun autre ne puisse faire à votre place. Et vous dites que ce principe est révolutionnaire, mais moi, il me fait penser à un autre principe, celui de la subsidiarité dans la doctrine sociale de l'Église, qui existe maintenant depuis une bonne trentaine d'années. Enfin, vous me direz si je dis des bêtises, mais qui n'est donc pas totalement révolutionnaire. Et je me demandais, du coup, quel impact il pourrait avoir dans l'avenir, et si on ne pourrait pas plutôt embrasser un modèle comme celui du Japon, où au sein d'une entreprise, eh bien, une même personne peut embrasser plusieurs métiers, même si c'est un modèle qui s'essouffle aujourd'hui, et qui a apporté le Japon pendant là encore des décennies. Oui, alors la doctrine de l'Église, qui est beaucoup plus ancienne encore, parce qu'on en trouve des traces très, très anciennes, porte sur l'organisation générale, pas sur le comportement individuel. Bon, elle dit la religion, c'est pas du tout la doctrine de l'Église que de parler de l'individu, mais c'est de parler d'organisation, où il s'agit d'organiser la structure de l'Église d'une telle façon que les niveaux de compétences dans la hiérarchie de l'Église soient tels qu'on ne fasse pas un niveau en haut ce qu'on peut faire à un niveau plus bas. Donc une question d'organisation pyramidale, qui n'est pas tout ce dont je parle, qui, vous, à titre individuel, ne faites pas quelque chose qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Inventez quelque chose de nouveau. Dans les principes que je voudrais vous suggérer d'adopter, je dirais celui-là, premièrement, ne faites pas quelque chose qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Deuxièmement, n'oubliez pas que vous êtes mortel, parce qu'on a tous tendance à oublier. En 2130, il y a peu de choses comme ceux qui sont dans cette salle, qui sont dans cette salle, sont encore là. Pas certains, mais voilà. Et 2130, c'est demain matin. Donc, considérez que votre vie va passer très vite, et donc faites le mieux possible, et en particulier, comme on n'est pas sûr d'être réincarné, essayez d'avoir plusieurs vies en même temps. Remplacez toujours autant que vous pouvez le ou par le et, en tout. Et si vous appliquez ces deux principes-là, vous commencez à avoir la possibilité d'avoir une vie libre. Je ne sais pas si le Japon, qui est quand même, malgré la passion et l'admiration que j'ai pour cette culture magnifique, on ne peut pas dire que ce soit un modèle du non-conformisme, soit véritablement le bon modèle qu'il faut citer, parce que les exemples que vous avez pris sont comme celui que vous avez pris sur l'Église à l'intérieur de l'organisation, et non pas à l'intérieur de la société. Moi, ce que je vous dis, c'est à titre personnel. Échapper au conformisme d'avoir une seule vie, en en ayant plusieurs, échapper au conformisme de faire un métier qui est déjà fait par quelqu'un d'autre. Et si vous faites ça, essayez aussi de prendre conscience que la meilleure façon de faire quelque chose qui vous rend heureux, c'est de rendre les autres heureux. Sur ces trois principes, je pense que si chacun appliquait ces trois principes, la France serait complètement différente, parce qu'il y aurait un véritable réveil de ce qui est profondément dans notre peuple, c'est-à-dire la créativité, profondément. L'individualisme qui est aussi profondément dans notre peuple, plus qu'ailleurs, qui est beaucoup plus grégaire dans beaucoup d'autres pays que la France. Donc il y a un potentiel extraordinaire, et j'espère que vous saurez ne pas être tous des cadres de Procter & Gamble. Je n'ai rien contre cette firme particulière. Bonsoir M. Tali. Vous avez dit au début de la conférence qu'on s'orientait vers 50 années un peu difficiles. Et lorsque vous êtes venu il y a 2 ans, il me semble que vous avez dit qu'on ne pouvait pas imaginer qu'est-ce que serait que la France, à l'époque en 2015, si on n'avait pas une idée de ce que serait la France en 2035. Et donc j'aimerais vous demander quelles sont pour vous les grandes tendances vers lesquelles on s'oriente en 2035. On parle par exemple d'économie sociale solidaire, d'ubérisation. À quoi va ressembler pour vous la France et le monde en 2035, puisqu'il faut replacer la France dans le monde, et qu'est-ce que vous pensez que vont devenir les grandes tendances que l'on observe aujourd'hui d'ubérisation? Je crois que j'ai commencé par ça tout à l'heure, ça va répondre à cette question, mais évidemment, en très bref, c'est exactement le sujet du livre que je publie aujourd'hui. 2000, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 enjeux majeurs, qui étaient la démographie et la technologie. Donc je ne reviens pas dessus. Sinon, pour répondre plus précisément sur les technologies climatiques, qui très rapidement, c'est pas en 2035, c'est demain matin, vont tout bouleverser par le 3D, le blockchain,
blockchain, web sémantique, parallel processing, tout ce que vous savez, qui sont en train de bouleverser l'ensemble de l'économie et et l'intelligence artificielle, la robotisation, etc., qui vont faire basculer un très grand nombre de métiers, les faire disparaître, en particulier tous les métiers automatisables, mais grâce au web sémantique, ça va aller très loin, y compris dans les métiers de l'enseignement, du conseil, de l'enseignement, de la médecine, et tout ça va aller extraordinairement vite, extraordinairement vite. Et si on ne s'y prépare pas, si on ne crée pas les conditions de préparer chaque école comme ça, si on ne transforme pas une école comme celle-là, ce qu'elle est déjà en partie, à une école de formation permanente tout au long de la vie, en permanence, sans arrêt, en suivant au moins 3 mois de cours dans l'année, toute sa vie. Ça ne sert à rien. Ce qu'on apprend aujourd'hui ne sert à rien si on ne fait pas cette mutation. Donc, ça c'est le grand changement. Les autres changements dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui vont être très importants, c'est évidemment les changements climatiques. Quoi qu'on fasse d'ici à 2030, ça va aller plus mal. Mieux en France d'ailleurs, parce que égoïstement, la France va se trouver privilégiée par le changement climatique. Mieux en Russie, qui va être toute l'Europe continentale favorisée par le changement climatique. Plus mal en Afrique, et en particulier dans une zone qui vous est si importante, c'est le Sahel, où il y a aujourd'hui 60 millions d'habitants qui seront 200 millions en 2035. Donc francophone, ça c'est un bon parterre de monde, parce que c'est la seule région du monde, une des deux seules régions du monde, où le nombre d'enfants par femme est resté à 7, il va rester à 7 durablement, si on croit les études ethnologiques ici. Là, on ne sait pas faire. L'état n'existe pas. Donc ça c'est autre mutation négative très importante qui va commencer à apparaître. L'eau. L'eau va manquer. L'eau va manquer. Elle commence à manquer, la quantité d'eau disponible décroît, alors que les technologies des sanitations existent. Et donc, je vois plusieurs personnes qui ouvrent la bouteille d'eau. L'eau va manquer massivement, un peu partout. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important qui est toujours l'élection qui vient et qui sera sans doute sans doute. Mais à côté de ça, le basculement idéologique qui est en marche, auquel participent les technologies, c'est justement un basculement vers la science. Nous sommes dans un monde où progressivement on est en train de se rendre compte que la seule chose qui a de la valeur, c'est le temps. Je vous le disais tout à l'heure, notre vie, quel que soit son enjeu, est incroyable. La seule chose qui a de la valeur, c'est le temps. Et au lieu de s'encombrer de propriété, on aura de plus en plus une société de l'usage, non pas de la propriété, qui permettra d'user au mieux du temps, d'utiliser le mieux possible le temps. Et ça, c'est un changement majeur dans lequel toutes les technologies vont s'emboîter, l'Internet des objets, l'automatisation, le robot, la blockchain, tout ça s'emboîte là-dedans pour créer une société où progressivement, à la fois, on utilise au mieux le temps, mais on se rend compte que c'est dans le partage du temps avec l'autre que se situe le meilleur usage du temps. Le meilleur exemple, c'est l'autonomie. C'est en partageant l'objet qu'on fait le meilleur usage du temps. C'est pareil pour les livres. C'est en partageant les livres qu'on en fait le meilleur usage. Comme ça, on a publié une bibliothèque chez soi, même si les éditeurs ne sont pas contents de m'entendre dire ce que je dis là. Mais c'est évidemment dans l'économie du partage, de l'altruisme, que la technologie rend possible, que se situe là. Et de ce point de vue, nos sociétés, comme la société française, qui ont conservé une place très importante aux collectivités territoriales, à la vie collective locale, portent un potentiel considérable. Mais naturellement aussi, si on gère mal, comme on a mal géré la mutation du classique vers l'ubérisation, et comme on gère mal aussi la disparition d'Uber par le blockchain, parce que le blockchain ubérise Uber, on peut avoir des destructions entraînant des crispations populistes gigantesques, qui sont vraisemblables si on ne l'explique pas. Lisez le remarquable interview d'envoi de M. Obama. Qui c'est lu cette interview? Nous de Maslet. Lisez l'interview de M. Obama sur l'intelligence artificielle. Vous verrez comment un politique peut parler intelligemment des conséquences politiques de la technologie. Bonsoir monsieur, je vous ai entendu dimanche matin sur France Musique
Et je voulais vous parler de votre passion pour la musique, qu'on n'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. Vous disiez que les mutations socio-économiques étaient annoncées par des mutations musicales. Et vous prenez l'exemple du jazz, qui avait plus ou moins introduit, si j'ai bien compris, l'industrialisation de la société. Donc en fait, j'aimerais que vous apportiez des éclaircissements sur ce sujet. J'aimerais savoir si l'avancée de la musique commerciale d'aujourd'hui est annonciatrice de mutations socio-économiques à venir. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. En réalité, vous avez là fait un raccourci entre deux choses. J'avais dit, en effet, et j'ai un livre là-dessus qui s'appelle Bruit, je vous y renvoie si vous voulez le détail, que les mutations dans l'organisation de la musique étaient révélatrices de mutations dans l'organisation sociale. Quand on est passé de la musique religieuse à la musique bourgeoise, au concert avec la c'est arrivé avant que le marché remplace la société théocratique. Quand est arrivé le disque et la division du travail dans l'orchestre avec l'apparition du chef, c'est arrivé avant l'industrialisation, la répétition et la production en série apparaît avec le disque. Le jazz, lui, c'est autre chose. Le jazz apparaît plus tard, et le jazz, au contraire, annonce la libération à l'égard de la consommation, puisque le jazz, c'est d'abord et avant tout deux choses. C'est l'improvisation, c'est donc le droit de créer sa propre vie, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de faire soi-même de la musique et pas seulement d'en écouter, et pas seulement d'en jouer avec une partition à composer, donc de faire de sa vie une œuvre d'art en étant en situation de la produire soi-même. Et c'est ça que dit la musique. La musique commerciale d'aujourd'hui, c'est le monde qui meurt. C'est la société marchande en voie de disparition, c'est le néant. Ça peut durer encore longtemps et c'est le néant absolu. La vraie mutation, je dis que la musique, le jazz annonce deux choses, mais annonce une autre chose aussi, c'est l'importance de l'Afrique, qui dès l'arrivée du jazz, il y a presque un siècle aujourd'hui, annonce que le grand continent d'avenir, c'est absolument pas la Chine, j'y crois pas une seconde. La grande puissance de demain, c'est pas la Chine, c'est l'Inde, et le grand continent de demain, c'est pas l'Asie, c'est l'Afrique. Et en particulier pour nous, Européens, pour le meilleur ou pour le pire. Et de ce point de vue, la musique dit tout ça. La musique dit aussi beaucoup d'autres choses. Elle est la première à être rentrée dans le monde du virtuel. Et elle est la première à être confrontée à la gratuité et à la difficulté de commercialiser quelque chose de virtuel. De ce point de vue, d'ailleurs, on a du temps pour l'expliquer, il y a un grand rapport entre la musique et la finance, parce que la musique et la finance sont deux domaines du virtuel. Et tous les deux explorent le domaine des possibles plus vite que la matière. C'est plus facile d'inventer, d'explorer le champ du possible en musique et de faire des algorithmes, des paradigmes financiers. Et c'est pour ça que la finance est si loin et va si loin dans ses excès, et la musique si loin dans ce qu'elle peut avancer, parce qu'elle n'a pas besoin d'autre chose qu'une activité de l'esprit pour s'exprimer. Et l'un et l'autre sont aujourd'hui dans un paroxysme dans lequel la musique commerciale aujourd'hui n'annonce que la généralisation suicidaire de la victoire d'une classe moyenne décérébrée par un monde moribond, qui est celui de la consommation de masse, alors qu'en réalité, la musique se fait dans, premièrement, le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la musique, de plus en plus de gens qui écrivent de la musique pour eux-mêmes, et aussi, et c'est un signe très très important, très logique, donc je peux en parler pendant des heures, la naissance de nouveaux instruments de musique qui sont en train de changer radicalement son rapport de musique. On la relie avec les autres formes d'art, pour en parler longuement. Ça, ce sont des signes extraordinairement positifs que cela prend le pouvoir de chacun, puisque en fait, dans le spiritisme et tout ça, dans le devenir soi et dans la musique, c'est d'être en situation de faire que chacune de nos vies, soit en soi une œuvre d'art. Pensez vos vies comme des œuvres d'art en devenir. Et ça change la vie de lecture. On va prendre une dernière question avant de mettre un terme à cette conférence. Est-ce qu'on peut avoir une question féminine ?
Deux dernières questions, c'est une question féminine. Ça sera la dernière. Bonsoir Monsieur Attali, Haute-Madelac. Je voudrais vous demander, par rapport à la future grande puissance mondiale que sera l'Inde, par rapport à la Chine selon vos dires, New Delhi semble être placé, localisé comme Paris, au centre, à l'intérieur du pays. Par contre, Beijing a mis apparemment toutes ses villes sur Shanghai pour essayer de devenir le leader mondial. Alors, d'abord, démographiquement, la Chine va passer derrière l'Inde tranquillement. Et le potentiel me paraît plus grand, même si la Chine est de loin aujourd'hui. Le niveau des Chinois est de loin respect au niveau des Indiens, donc c'est ça dans cette perspective. Quand j'ai dit que l'importance d'être côtier, je parlais de la capitale ou de la ville principale. Comme vous savez, la ville principale de l'Inde n'est pas Delhi, c'est Bombay et Calcutta qui sont des ports. Donc, Vous parliez de mentalité aussi. Oui, et de ce point de vue, la mentalité indienne est beaucoup plus largement tournée vers le changement et l'innovation que même que la société chinoise, qui au contraire, elle, est une société très close, très fermée dans son histoire potentielle, puisque la Chine a très longtemps interdit les ports, les bateaux. Vous savez, au XVIIe siècle, on condamnait à mort toute personne construisant un bateau de 6 mètres de long. Et la Chine n'a pas, à mon sens, de vocation universelle, parce qu'elle est plus tournée vers ses problèmes intérieurs, et je sais qu'elle va en avoir que Donc vous ne parleriez pas de leadership transformationnel pour la Chine? Non, j'y crois pas. Je crois que la Chine sera une grande puissance locale, et ce n'est pas une critique de la Chine. Je crois que la Chine n'a jamais voulu, dans son histoire, être une puissance impériale, dominant le monde, conquérante, colonisante. Elle veut avoir la paix autour d'elle,